Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un GPU qui a fait pas mal parler de lui dernièrement, et pas forcément bien. C'est la fameuse 6500 XT. Allons-y, c'est parti. Alors, la 6500 XT est sortie depuis un peu plus d'une semaine maintenant, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au niveau des tests qui ont déjà été faits par les plus gros sites spécialisés, par les retours divers et variés, ce qu'on a pu observer, c'est que ça allait pas très fort pour cette nouvelle petite carte de la part d'AMD, et il y a plusieurs raisons à ça. Et pour comprendre ce qu'il se passe actuellement au niveau de cette 6500 XT, eh bien déjà il faut garder à l'esprit qu'à la base, ce Navi 24 était uniquement destiné pour les PC portables. Dans sa conception, c'est une puce bas de gamme pour les laptops et non pas une puce qui était destinée à faire des GPU pour PC de bureau. Et qui dit puce pour PC portable bas de gamme, ça veut aussi dire généralement des grosses coupes au niveau des performances et au niveau de ce qu'il y a à côté aussi. Et pour comprendre un petit peu ce qu'il s'est passé, le plus simple c'est d'aller faire un tour du côté des specs de ce Navi 24. Et ce qu'on observe directement quand on regarde les specs de Navi 24, et bien déjà ce qui ressort fortement, c'est la taille de la puce. Un des plus petits GPU actuellement fabriqués, avec une puce qui a une taille de 107 mm². Si on compare ça par exemple avec une autre puce aussi petite chez AMD, il faut remonter à la RX 550 qui faisait 103 mm². Et si on compare la 6500 XT donc par rapport à la 6600 XT Navi 23, on passe de 237 mm² à 107 mm². Ça veut dire qu'on réduit de plus de 2 fois la taille de la puce. C'est très rare qu'on ait quelque chose d'aussi petit. Et même par rapport à sa grande sœur, la 5500 XT, on passe d'une puce qui faisait 158 mm² pour la 5500 XT à 107 mm² ici. Encore une fois, on a un rétrécissement d'environ 50% au niveau de la taille de la puce. Pourquoi est-ce qu'AMD a choisi de faire une puce aussi petite pour son Navi 24 ? Eh bien c'est tout simple. Dans une puce pour PC portable, ce dont on a besoin, c'est quelque chose d'assez petit et qui ne chauffe vraiment pas beaucoup et qui ne consomme pas beaucoup. Donc le cahier des charges à la base, c'était de faire une toute petite puce qui peut malgré tout convenir au niveau des performances pour un PC portable tout en consommant très peu. Et pour arriver à ce compromis, eh bien il n'y a pas trop le choix, il faut tailler dedans. Donc au niveau du nombre de corps, on a uniquement entre guillemets 1024 corps RDNA2 par rapport à la 6600 XT, c'est la moitié. Et grosso modo, cette 6500 XT, c'est une 6600 XT coupée en deux, mais encore plus petite. Et pour arriver à une puce encore plus petite que la moitié de Navi 23, la RX 6600 XT, eh bien on a réduit toutes les specs par deux, mais en plus de ça, AMD a choisi d'enlever une partie au niveau de l'encodeur-décodeur, donc il n'y a pas d'encodage matériel avec cette 6500 XT, et on n'a plus non plus le décodage de l'AV1, qui est un nouveau codec, et pour rappel, le décodage AV1 n'a été apporté qu'à partir des RTX 3000 et RX 6000 sur les gammes d'AMD. Donc on a toujours le décodage du X264 et 265, qui sont les codecs les plus majoritaires à l'heure actuelle, le AV1, ça va prendre de l'ampleur par la suite, pour l'instant c'est pas encore vraiment le cas. Donc à ce niveau-là, pour le décodage, c'est pas vraiment dramatique. Par contre, pour l'encodage, évidemment ici, ça va devoir passer par le processeur ou par la partie graphique, si on a une partie graphique sur un processeur. Une des autres coupes qui a été faite, c'est au niveau du nombre de lignes PCI Express, puisqu'ici on passe de 8 lignes PCI Express pour Navi 23, ici à 4 lignes PCI Express 4.0. Et pourquoi AMD a décidé de faire ça ? C'est tout simplement parce que au plus on réduit le nombre de lignes PCI Express sur le GPU, au moins il consomme, ça permet de gratter un petit peu au niveau de la consommation, et bien évidemment quand on fait une puce pour PC portable, eh bien on veut que ça consomme le moins possible. Alors après, vis-à-vis de la carte elle-même, avoir du PCI Express 4.0 avec uniquement 4 lignes, c'est pas vraiment dérangeant, même si c'est un petit peu borderline, mais pour une puce orientée bas de gamme, PC portable, ça pouvait s'entendre. Le gros problème, c'est quand on utilise une carte mère qui n'a pas le support du PCI Express 4.0, et il y en a encore énormément sur le marché, puisque les cartes mères en PCI Express 3.0, par exemple si on prend les architectures Intel, ça a commencé à partir de Skylake, donc les Core 6000, jusqu'à
qu'au Core 11000 et actuellement 12000 qui sont là maintenant tous en 4.0 chez Intel. Et chez AMD, il me semble que ça avait commencé dans les FX quelque part, le 3.0, et ça s'est terminé uniquement à partir des Ryzen 3000. Et encore, il faut avoir une carte mère de dernière génération. Il faut avoir une carte mère avec chipset B550 ou X570 pour avoir le support du PCI Express 4.0 chez AMD. Et quand on utilise le PCI Express 3.0 au lieu du 4.0, eh bien au niveau de la bande passante, ça se ressent énormément, puisqu'on divise les performances par deux. Donc déjà de base, par rapport à du PCI Express 16X ou 8X, on divise en deux à chaque fois, et en PCI Express 3.0, on divise encore ça par deux. Et très clairement, le PCI Express 3.0 aura un impact sur les performances de ce GPU, et ça va se ressentir quasiment tout le temps. Et là vous vous dites, mais pourquoi AMD n'a pas juste rajouté des lignes PCI Express en plus sur son Navi 24 si il allait le sortir sur PC de bureau? Eh bien tout simplement parce que au niveau du design, le design est bloqué depuis certainement plusieurs années. Une architecture GPU, ça se décide pas du jour au lendemain, ça se modifie pas comme on veut. Une fois qu'un design est bouclé, ça part en production chez TSMC et il n'est pas question de rajouter des lignes PCI Express à la dernière minute, c'est pas comme ça que ça marche. Ça coûterait vraiment très cher pour AMD de faire ça, donc c'était pas quelque chose de possible. À côté de ça, au niveau des specs, encore une fois, un des gros soucis de la carte, c'est qu'on a uniquement 4 Go de RAM. Alors l'argument d'AMD, c'était que 4 Go de RAM, c'est cool, ça évite que les mineurs achètent notre GPU, qui est potentiellement vrai, mais c'est pas vraiment pour ça qu'AMD choisit de mettre uniquement 4 Go de RAM, c'est aussi une histoire de coût. La RAM actuellement coûte beaucoup plus cher qu'il y a un an ou deux. Ils n'ont pas spécialement envie de mettre 8 Go de RAM sur un tout petit GPU tel que celui-ci. Et autre point qui fâche un petit peu, c'est la taille du bus mémoire, puisqu'ici on a un bus mémoire 64 bits, qui est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment un des bus mémoire les plus petits que l'on puisse utiliser, et on voit que même la RX 550, elle avait un bus mémoire 128 bits à l'époque. Sur RDNA 2, on a de l'Infinity Cache, donc c'est du cache de niveau 3 avec un joli nom, et ici on a 16 mégas. Alors, c'est bien, et tant mieux qu'il soit là, mais c'est un petit peu limite quand même, mais ça ne va pas empêcher de rentrer dans le mur à un moment ou à un autre. On est vraiment sur un bus trop étriqué, et même si là encore une fois AMD a choisi de mettre de la RAM très rapide en ce qui concerne la GDDR6 classique, c'est pas de la GDDR6X, ça va pas réussir à pallier aux problèmes que cette carte rencontre au niveau de son organisation mémoire. Et encore une fois, au niveau des fréquences de la puce elle-même, AMD a poussé la puce vraiment au max du max quasiment, puisqu'en boost on est à 2815 MHz, ce qui est très élevé pour un GPU, aidé très certainement parce qu'AMD a choisi de fabriquer cette puce sur le Node 6N de chez TSMC. Alors le 6N de chez TSMC, c'est pas un nouveau process de fabrication, en fait c'est une amélioration du 7 nanomètres TSMC classique qu'AMD utilisait depuis très longtemps. Alors ça permet probablement de grappiller en fréquence et aussi de gagner un petit peu en consommation par rapport au reste de la gamme. Par contre, le fait de pousser aussi loin ce petit GPU, ça a un impact sur la consommation directement, puisqu'ici on nous annonce un TDP de 107 watts, qui est certes pas beaucoup, mais pour une puce de ce calibre-là, ça aurait dû être beaucoup moins, et sur PC portable, on se retrouvera très probablement avec du Navi 24 qui consomme beaucoup moins et qui sera très probablement cadencé bien moins haut au niveau de la fréquence, et très certainement pour pas beaucoup de performance en moins. Donc pousser les fréquences le plus haut possible, que ce soit pour le GPU ou pour la RAM, ça permet à AMD d'avoir quelque chose sur le papier qui paraît malgré tout correct, puisque du coup au niveau des teraflops, on est légèrement au-dessus de la 5500 XT. Le gros problème, c'est qu'il n'y a pas que ça. Au niveau de la bande passante mémoire, c'est pareil, on est à 143,9 gigabits seconde au lieu de 224 pour la 5500 XT, ça aura un impact, très clairement. Sans compter que le tarif officiel de lancement de Navi 24, c'était 199 $, alors que la 5500 XT, ça a été lancé à 170 $, et même les RX 580, qui ont grosso modo les mêmes perfs que la 5500 XT et cette 6500 XT, c'était sorti à 230 $, et il y a de ça déjà plusieurs années. Et à titre de comparaison, la RX 550, qui est la carte qui se rapproche le plus au niveau de la taille et au niveau des specs par rapport au marché actuel,
bah elle était sortie à 80 $. Donc très clairement, hein, cette 6500 XT, au niveau tarifaire, au niveau de ses specs, elle a été poussée le plus loin possible pour jouer dans une cour où elle n'avait rien à faire. Au niveau performance-prix, elle n'avait pas sa place à ce tarif-là. Et il faut pas s'y tromper, hein, si AMD a choisi de lancer ce Navi 24 en carte graphique pour PC de bureau, ben c'est parce qu'il y a une demande. Il y a une demande de la part des joueurs, des assembleurs aussi, pour des cartes budget, enfin pas trop chères, puisqu'actuellement, en réalité, dans ce créneau tarifaire, on n'a absolument rien. Et même les 1650, qui sont les cartes qui s'en rapprochent le plus actuellement, elles sont plus souvent aux alentours des 300 balles que des 200. Donc c'est un move tout à fait opportuniste de la part d'AMD que de lancer ce Navi 24 pour PC de bureau. Alors, ça pourra très certainement dépanner certaines personnes, ça aidera très certainement les assembleurs à proposer un GPU bas de gamme pour des configs bas de gamme complètes, basés sur du matos neuf, et le gros avantage pour AMD, c'est qu'ils peuvent très certainement du coup vendre cette 6500 XT plus cher que ce qu'ils l'auraient vendu dans les PC portables. Alors après, il y en a qui vont dire mais pourquoi AMD n'a juste pas choisi de relancer une production de 5500 XT ou de RX 580? Alors le gros problème de la 5500 XT, comme on l'a vu juste avant, c'est qu'elle est 50% plus grosse que la 6500 XT, et donc AMD peut fabriquer beaucoup plus de Navi 24 que de Navi 14 en utilisant grosso modo le même procédé de fabrication, et le 7 nanomètres de chez TSMC qui était utilisé pour ce Navi 14 est de toute façon hyper encombré. AMD n'a aucun intérêt à fabriquer une puce aussi grosse entre guillemets, alors que la 6500 XT au final s'en rapproche un petit peu, tout en coûtant pour AMD beaucoup moins cher. Et en ce qui concerne les RX 580, c'est pareil. Alors, les RX 580, c'est fabriqué chez GlobalFoundries et non pas chez TSMC, mais le problème c'est qu'AMD ne peut pas juste taper à la porte de chez GlobalFoundries et leur dire écoute, c'est cool, on est en galère, on a besoin de fabriquer plus de GPU, allez-y tout de suite. C'est pas comme ça que ça marche, et vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement il y a un gros problème au niveau des capacités de production des semi-conducteurs. GlobalFoundries ont déjà des clients, ont déjà des contrats, on ne peut pas rajouter de la production pour monsieur AMD parce qu'ils l'ont décidé. Les capacités, les lignes de production chez GlobalFoundries et quasiment chez tous les fondeurs qui existent sont overbookées tout simplement parce que il y a plus de demandes que d'offres, et donc c'est pas possible de relancer une production d'anciens GPU comme ça du jour au lendemain. Et en réalité, le tarif de la 6500 XT, ça suit un petit peu la logique d'AMD depuis qu'il y a pénurie de GPU. Et très clairement, à la base, on aurait dû avoir une gamme bien différente avec des prix bien différents. Puisque pour rappel, au moment du lancement des Radeon RX 6000, on avait uniquement Navi 21. Navi 21 qui équipe la 6800 XT, la 6800 et la 6900 XT. Déjà rien que là-dessus, on a 3 cartes basées sur la même puce, plus ou moins castrées, et au niveau du tarif, on a quelque chose qui va quasiment du simple au double à peu de choses près. Ensuite, on a eu Navi 22 avec la RX 6700 XT qui est sortie à un tarif de 480 $, alors qu'en réalité, cette carte aurait très certainement dû coûter 400 $, et la 6700 tout court, elle est nulle part. Où est-ce qu'elle est passée? AMD n'avait aucune raison de sortir ce GPU sur le marché et vendre du Navi 22 moins cher que sur la 6700 XT. Donc ce modèle a tout juste été zappé, alors que normalement il aurait très certainement existé si on avait été dans une situation normale. Et il aurait très probablement coûté 350 balles environ, en toute logique. Ensuite, on a eu la sortie de Navi 23, et souvenez-vous, au moment de la sortie de Navi 23, j'avais beaucoup râlé parce que évidemment, c'était beaucoup trop cher pour ce que ça offrait au niveau des performances, c'est toujours la réalité, même si actuellement, une 6600 XT à 380 balles, ça paraît vraiment pas mal. Donc notre Navi 23 qui est sur la 6600 XT et sur la 6600, c'est pareil, en toute logique, la 6600 XT aurait dû coûter environ 300 balles, la 6600 tout court, 200, 250, et très clairement, le Navi 24 derrière, s'il était sorti, il aurait été plus aux alentours des 100, 150 balles grand maximum que des 200 qu'AMD nous demande actuellement. Donc d'un point de vue business, ça a du sens, on comprend pourquoi AMD a choisi de sortir cette carte. Par contre, au niveau des joueurs,
bah, ça crée quand même un GPU, si on peut vraiment appeler ça un GPU, hein, quelque part, ça ressemble plus à une carte accélératrice 3D, puisqu'elle est quasiment capable de faire que ça, qu'à un vrai GPU complet. Au niveau des futurs, AMD nous a rajouté évidemment le ray tracing sur RDNA 2, donc il est bien présent ici. Le gros problème, ben, c'est que le ray tracing, ça bouffe aussi pas mal sur la RAM, et la carte est déjà très limite de base au niveau de la gestion de la RAM. Le ray tracing en plus, en vrai, faut oublier, c'est même pas utilisable, et la plupart du temps, il y a des jeux où ça va juste planter directement. Et même quand ça fonctionne, c'est tellement lent que c'est inutilisable. Revenons justement à l'histoire du bus mémoire. Alors je vous ai fait un très joli dessin sur Paint pour vous expliquer le problème, vous allez voir, c'est incroyable. Donc j'ai commencé à préparer ça. Donc on a notre petit GPU ici, c'est notre Navi 24 qui est très content d'exister, avec la RAM ici et la carte mère. On a notre slot PCI Express ici. Et ce qui est important de comprendre, pourquoi c'est problématique d'avoir uniquement 4 Go de RAM, un bus mémoire 64 bits et interfacé en PCI Express 4.0 avec uniquement 4 lignes. Et ce qui se passe généralement quand on utilise un jeu de façon tout à fait classique, eh bien c'est qu'il y a des échanges entre le GPU et la RAM jusqu'à ce que notre RAM soit saturée, puisqu'ici on n'en a que 4 Go. À l'heure actuelle, 4 Go, même en 1080p, ça peut être très vite rempli, ça peut être très vite saturé. Et en plus de ça, comme le bus mémoire est vraiment tout petit, ben, si vous prenez l'image d'une autoroute, par rapport à un GPU qui a un bus mémoire 128 bits, par exemple, ben, c'est comme si vous passiez du simple au double au niveau des voies sur l'autoroute. Du coup, même si une voie est encombrée, on peut utiliser la voie d'à côté pour faire passer les informations. Ben ici, c'est pas possible, du coup, on est très vite encombré. Et quand les 4 Go de RAM sont saturés, ben ce qui va se passer, c'est que la carte graphique va faire passer les informations du coup vers la RAM système. Et pour passer vers la RAM système, eh bien, on va utiliser les lignes PCI Express. Et c'est là que ça va coincer, puisque là, évidemment, tout est encombré au niveau du GPU. Et au niveau des lignes PCI Express qui sont disponibles, alors déjà de base, c'est pas idéal, puisqu'évidemment, si on fait appel à la RAM système, eh bien, il faut que les infos passent jusqu'à la RAM classique du PC, et il faut que ça revienne. Donc ça va créer des stutters, enfin des micro-stutters, ou des ralentissements, des lags, des micro-lags. Ça va créer une expérience pas vraiment sympathique dans un jeu. Donc 4 lignes PCI Express en 4.0, c'est déjà pas énorme, hein. Par contre, si on est sur du PCI Express 3.0, ben là c'est encore pire, puisqu'ici, encore une fois, on va diviser le nombre de voies sur l'autoroute par 2, et ce qui va créer encore un autre goulot d'étranglement. Alors en fait, cette carte, ben, elle a 3 goulots d'étranglement au niveau de son système RAM, la quantité de la RAM, la taille de son bus mémoire, et les lignes PCI Express, que ce soit en 4.0 ou en 3.0, on aura un problème, puisque ben, tout est là. On a 3 goulots d'étranglement possibles, et quand les 3 sont remplis, bah la carte se chie dessus. Bref, tout ça pour dire que la carte ne part pas avec les meilleurs atouts pour avoir des performances en jeu correctes. Sinon, au niveau de la carte que j'ai utilisée moi pour faire mes tests, on a le modèle Eagle de chez Gigabyte. Au niveau des fréquences, ben ça suit les recommandations d'AMD, donc c'est comme une carte à stock, classique. Au niveau de la construction de la carte, j'ai pas grand chose à dire. Alors certes, c'est du bas de gamme. Au niveau du refroidissement, c'est du bas de gamme également, mais quand on voit la taille de la puce, on comprend aisément que c'est tout à fait suffisant, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir un énorme radiateur et ventilateur, enfin il n'y a pas besoin de 3 ventilateurs avec un rad énorme sur ce type de GPU, c'est un non-sens. Ça existe chez Gigabyte, ça existe chez Asus, ces cartes gigantesques pour du Navi 24, ça n'a aucun sens, la carte ne consomme qu'environ 100 watts. Ce type de carte, comme la Eagle, c'est tout à fait suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Au niveau du bruit, les ventilateurs sont plutôt discrets, ça s'emballe pas du tout au niveau quand on joue, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Au niveau de la chauffe, on dépasse très rarement les 60 degrés. Il n'y a rien qui va mal, même avec ce type de refroidissement. Alors certes, c'est pas la grande classe. Par contre, avoir une carte aussi petite, c'est plutôt mignon. D'un certain côté, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu quelque chose d'aussi petit. Personnellement, cette carte, j'ai réussi à me la procurer à 210 €, ce qui est le prix normal, hein. Je l'ai acheté chez Grosbill le jour de la sortie, et c'était un des seuls modèles disponibles à ce tarif-là. Et encore, à l'heure actuelle,
les prix ne sont pas vraiment redescendus. Alors, ce que l'on sait, entre guillemets, c'est que ça devrait s'améliorer dans le temps au niveau de l'approvisionnement de cette 6500 XT. Quoi qu'il arrive, faut pas se bousculer pour l'acheter. De toute façon, 210 balles, hein, personnellement, c'est vraiment déjà le prix maximum. Ça vaut pas plus que ça. Autre petit détail, hein, je ne l'ai pas dit avant, il me semble, on n'a que 2 sorties vidéo sur cette carte, et sur toutes les 6500 XT d'ailleurs, c'est normal, hein, ça fait partie aussi du package GPU pour PC portable en fait. Donc on a une sortie HDMI 2.1 et du DisplayPort, et c'est tout. Si vous faites du double screen, ça va. Si vous faites du triple, ça va déjà beaucoup moins bien. Si vous avez en plus un double screen et une carte de capture, c'est mort. Sinon, au niveau du test en lui-même, c'est la même config que d'habitude, on est toujours sur un Ryzen 9 5900X couplé à 64 Go de RAM, casse 16 à 3200 MHz, donc c'est quelque chose de relativement classique, en dehors de la quantité de RAM, on s'entend bien. Alors, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, je vous écoute, hein, je suis aussi d'accord sur le fait que les graphiques que j'utilisais jusqu'ici, bah, au plus je rajoutais de cartes, au plus ça devenait difficile à lire. J'ai tout refait, ça m'a pris beaucoup de temps, et là je pense qu'on tient quelque chose de beaucoup plus sympathique, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous convient mieux. Donc on a toujours une bonne quarantaine de jeux, il y en a 4-5 en plus il me semble, avec différents settings, hein. On a toujours le low, le medium, le high, et j'ai aussi rajouté l'ultra par curiosité. Faut savoir que c'est une carte qui était très pénible à tester, parce qu'elle est très variable en fait. Je sais pas ce qui se passe sur certains jeux. Il y a des trucs assez étranges. Par exemple, moi, vous allez le voir dans les tests, les performances sur contrôle sont absolument dégueulasses, que ce soit en PCI Express 4.0 ou 3.0, Smart Access Memory activé ou pas, parce que oui, j'utilise le Smart Access Memory quand il est disponible sur tous les GPU, hein, que ce soit du Nvidia ou du AMD. Ici, il est dispo. Il y a des comportements étranges dans certains jeux avec le Smart Access Memory activé, mais sur contrôle, c'était pas ça. Ce qui est un petit peu étrange, c'est que j'ai vu d'autres tests où sur contrôle, il semblait pas y avoir les mêmes problèmes de performance, mais chez moi, c'était clairement injouable. Et ce qui est étrange aussi, ben, c'est que chez certaines personnes, certains jeux ont l'air de ramer de façon dégueulasse, et chez moi, ça tournait plutôt bien. Donc, c'est un des gros soucis de cette 6500 XT, ben, c'est qu'au niveau des résultats, je peux pas vraiment vous garantir que vous aurez la même chose à l'utilisation chez vous tout le temps, puisque apparemment, il y a des fois ça va bien se passer, et d'autres ça va vraiment pas aller du tout. Et même parfois en faisant mes tests, par exemple si je prends l'exemple de Forza Horizon 4, ben, au plus je faisais de bench, au plus les performances devenaient mauvaises. Sans que je me l'explique, ça arrivait dans quelques jeux. Au bout du compte, quel résultat utiliser? Je sais pas trop. Bon, j'ai essayé de faire au mieux, j'ai essayé de faire les performances moyennes quand il y avait de grosses variations comme ça, mais c'est vraiment très très compliqué de tester cette carte. J'ai aussi voulu à la base faire du 1440p, j'ai vite lâché l'affaire, en vrai ça sert à rien. Alors oui, il y aura certains jeux très peu gourmands qui vont pouvoir être joués en 1440p, hein, les jeux compétitifs principalement, ça devrait passer. Mais très clairement, hein, cette carte, de toute façon, c'est pour 1080p, et pas en ultra, très clairement. On aura les résultats en PCI Express 3.0 et 4.0. On a aussi plusieurs des cartes que j'ai testées dernièrement en occasion qui sont au final relativement proches au niveau des performances de cette 6500 XT. Je ne vais pas commenter tous les graphes parce qu'il y en a beaucoup trop. Je reviendrai sur les cas particuliers à la fin pour voir un petit peu ce qui se passait, parce que là, très clairement, il y a des cas particuliers. Du coup, on va voir ça après. Je vous laisse avec les graphiques. Encore une fois, ça va aller assez vite, je sais, c'est normal, faut faire pause. Sinon, la vidéo durerait 3 heures, ce serait n'importe quoi. Bref, on se retrouve après, c'est parti.
Alors, ce qu'on observe avec cette 6500 XT, ben, c'est qu'il y a du très bon, et il y a du très mauvais, et il y a un petit peu de tout entre deux, et ça dépend vraiment beaucoup, beaucoup des jeux. Et c'est mon plus gros reproche avec cette 6500 XT, ben, c'est que les performances sont assez aléatoires, en fait. J'ai vraiment l'impression que des fois c'est dans le sens du vent, des fois ça va très bien tourner, des fois ça va pas être terrible, des fois c'est la catastrophe. On voit très clairement que dès qu'on sature la RAM, c'est fini, enfin la carte est... il n'y a rien à faire, c'est mort. Et c'est accentué encore plus quand on est en PCI Express 3.0 où on se mange le mur de la limitation du système RAM beaucoup plus tôt qu'avec le PCI Express 4.0, mais de toute façon, c'est pas beaucoup mieux, même quand ça fonctionne bien dans ces cas-là sur la 4.0. Donc au final, il y a quelques cas particuliers où oui, ça aura une importance. La plupart du temps, de toute façon, la carte, c'est vraiment en preset low ou medium qu'elle est vraiment utilisable. Après, c'est du cas par cas pour les détails élevés et ultra. Il y a certains jeux, ça va marcher. La plupart du temps, non. Les exemples les plus parlants, ben, c'est comme Battlefield 2042. En détail low, en PC Express 3.0, on a certes un impact sur les performances d'environ 10%, je pense. Ça reste très jouable en PC Express 3.0 malgré tout, en low et en medium. Par contre, dès qu'on est en détail élevé, ben on voit que là, en PC Express 4.0, on maintient 50 FPS de moyenne avec des chutes quand même assez significatives dans les 25. Et en PC Express 3.0, on est à 22 de moyenne et des chutes à 12, où là c'est clairement, on passe du jouable à pas jouable du tout. Mais dans les deux cas, par exemple sur Battlefield 2042, personnellement j'aurais aucune envie de jouer en détail élevé avec la 6500 XT quoi qu'il arrive. Ce serait pour moi, ici sur ce jeu-là, uniquement utilisable en low. Cyberpunk 2077, encore une fois, en détail low, le jeu est plutôt jouable en PSC Express 4.0. Par contre, en 3.0, on arrive au résultat d'une 1063 Go ou d'une 970, ce qui est utilisable, mais pas génial non plus, hein, très clairement. Mais ça passe. Par contre, on voit hein, que dès qu'on passe en médium, ça tient encore la route. En 4.0, en 3.0, c'est déjà beaucoup moins bien. Et en détail élevé, je dirais que c'est même pas vraiment agréable de jouer dans ces conditions-là sur ce jeu-là. Donc vous l'aurez compris, hein, la grosse tendance, ben c'est très simple. En détail low et medium, ça passe plutôt pas mal dans la grosse majorité des jeux. Les performances sont un bon cran au-dessus de toutes les autres cartes du panel la plupart du temps dans ce niveau de détail-là. Par contre, dès qu'on passe en élevé et en ultra, la plupart du temps, ça s'écroule complètement. Et en PC Express 3.0, ça s'écroule encore plus vite qu'avec le 4.0. Les deux jeux qui m'ont posé le plus problème, très clairement, c'est Dirt 5 et Control, où là les performances sont tout juste dégueulasses. Et on est bien loin derrière la 1063 Go, la 970 ou la R9 290 qui atomise complètement la 6500 XT sur ce jeu. Alors, est-ce que c'est un problème qui vient de chez moi que j'ai pas réussi à identifier? Est-ce qu'il y a un problème dans les drivers? Est-ce qu'il y a un problème quelque part? Aucune idée. J'ai essayé plein de trucs, ça a changé jamais. Autre jeu qui m'a bien pris la tête, Horizon Zero Dawn. Alors c'est pas vraiment au niveau des performances, qui en réalité sont plutôt bonnes sur ce jeu. Ce qui m'a vraiment posé problème, ben c'est qu'en fait, quand on a le Smart Access Memory activé, alors je ne sais pas si ça fera la même chose chez vous, du coup, mais chez moi, ça faisait ça. Au niveau, par exemple, du benchmark intégré, on avait quelque chose d'assez intéressant, on va dire, au niveau de ce qui se passe à l'écran. On avait énormément de popping, des objets qui disparaissent, les textures qui ne chargent pas, les performances étaient similaires à ce qu'on trouvait en PC Express 4.0 sans Smart Access Memory activé. Par contre, quand on n'activait pas le Smart Access Memory, eh bien on n'avait plus le problème des textures qui pop et compagnie. Enfin, c'est encore un petit peu présent, mais beaucoup moins. Donc là, très clairement, sur ce jeu, chez moi, le Smart Access Memory, c'était une expérience assez étrange. Alors après, on a quelques autres jeux, des jeux compétitifs principalement, où là, on a un petit peu l'effet inverse, où la carte est moins rapide, que les 1060, 970 ou même la 7970 dans certains cas. Par exemple, si on prend l'exemple d'Overwatch, les performances sont pas bonnes. Alors, est-ce que c'est une histoire de driver? Ici, encore une fois, j'en sais rien. Mais très clairement, la 6500 XT, ben, elle se fait exploser par même la 7970 sur ce jeu-là dans mes tests. Bon, c'est assez étrange. Sur Rocket League, c'était un petit peu la même chose. La plupart des cartes plus anciennes faisaient beaucoup mieux que cette 6500 XT sur ces deux jeux-là. Alors, c'est tout à fait jouable hein, sur la 6500 XT, on est la plupart du temps à plus de 100 FPS, il n'y a pas de problème, hein, c'est fluide.
mais c'est pas aussi fluide que ça pourrait l'être, très probablement. Alors, est-ce que ce sera corrigé? Est-ce que c'est parce qu'on est limité au niveau de la RAM? J'en sais rien, mais là aussi, encore une fois, on est bloqué à un niveau de performance qui, moi, me paraît étrange par rapport à ce que la carte est censée pouvoir faire sur ce type de jeu. Pas de raison qu'elle fasse moins bien qu'une 7970. Autre cas particulier, un Smite. Alors, c'est pas à cause de la carte, c'est pas la 6500 XT qui explose tout le monde. Ce qui s'est passé ici, c'est qu'avant, quand je testais Smite, j'étais limité par... Il y a un cap au niveau du jeu dans le moteur qui fait que les performances sont capées à 150 FPS. J'ai trouvé un moyen de faire sauter ce cap, du coup on a des performances bien supérieures. Alors j'ai aussi fait joujou un petit peu avec l'overclocking sur cette carte, alors pas beaucoup parce que j'avais pas beaucoup de marge de manœuvre. En vrai, sur ce modèle-là, pour moi, au niveau de la RAM, je pouvais pas faire grand-chose, et au niveau du corps, non plus. J'ai testé uniquement sur Shadow of the Tomb Raider, j'avais pas spécialement envie de passer des heures à tester l'overclocking. De toute façon, ce qui en ressort sur la plupart des sites, c'est que comme quasiment sur tous les GPU actuellement, on a 5 à 7-8% de performance à grappiller en plus. Alors, je vous avouerai que sur ce type de carte, c'est toujours bon à prendre, même si au niveau de la courbe de l'efficacité performance par watt, déjà de base, la carte n'est pas vraiment bonne à ce niveau-là, puisqu'elle est poussée quasiment à son maximum. En overclockant, on n'améliore pas la chose, même si, la carte consomme pas grand-chose quoi qu'il arrive. Mais bon, j'ai aussi testé de diminuer la fréquence au fur et à mesure, et on voit que même à 2500 MHz par rapport à stock, on perd pas grand-chose en fait. Et au niveau de la consommation, on passe de 80 watts rapportés par la carte, donc c'est pas la consommation réelle, je pense qu'il faut rajouter environ 20 watts, à 60 watts très clairement. Si on retrouve la carte sur des PC portables, elle sera pas à cette fréquence-là. Mais bon, sur PC de bureau, ils ont choisi de la pousser le plus loin possible, ce qui est un petit peu dommage en fait, puisque je pense qu'on aurait pu avoir une carte qui se passe d'alimentation externe et qui aurait pu se contenter de 75 watts tout en ayant des performances plutôt proches de ce qu'elle propose ici actuellement avec des fréquences très élevées. Bref, est-ce que c'est un bon GPU? Non. Et c'est même pas vraiment un GPU, et c'est un problème. Et le gros problème, ça se situe aussi du côté du marketing qui a été très maladroit, je pense, sur la sortie de cette carte. Alors le tarif, AMD aurait très certainement pu éviter beaucoup de critiques s'ils avaient mis un faux prix, comme le fait Nvidia, on l'a vu avec la sortie de la 3050. Le prix officiel c'était 250 $, en France les moins chers c'était 280, et très clairement il y en avait très peu. C'était vraiment un stock ridicule, et dans l'ensemble, il n'y en avait vraiment pas beaucoup, je pense. Et déjà là, il n'y a pas de réa pro. Et je pense pas qu'on en verra avant un bon moment, mais ça, c'est un autre problème. Mais si AMD avait débarqué en disant, la carte coûte 150 balles, même si c'était pas vrai, de toute façon, le prix de 200 n'est pas vrai non plus, donc pourquoi pas abuser encore plus, ils auraient probablement esquivé une bonne partie des critiques. Et s'ils l'avaient appelé 6400 XT au lieu de 6500 XT, ça aurait évité également les comparaisons assez peu flatteuses avec la 5500 XT par exemple. Au final, ce serait peut-être beaucoup mieux passé en faisant juste ça. Et je pense qu'on aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus stable au niveau des performances si on avait eu 8 Go de RAM, puisque ça aurait un petit peu aidé la carte à saturer moins vite, et ça aurait donné quelque chose de beaucoup plus utilisable dans l'ensemble, mais ça aurait très certainement coûté plus cher, et AMD avait pas envie de sortir très certainement de modèles de 6500 XT en 4 et 8 Go avec par exemple un modèle à 8 Go à 250 balles, ça l'aurait pas fait. Bref, est-ce que je recommande cette carte? Non, c'est difficile de la recommander. Est-ce que malgré tout, si vous n'avez pas le choix, si c'est la seule carte que vous trouvez disponible, effectivement, vous pouvez jouer au jeu la plupart du temps, mais il faut bien savoir qu'il faudra jouer avec les réglages beaucoup plus que sur d'autres GPU, et même que sur des GPU moins puissants. Personnellement, je préfère encore avoir une 1063 Go que j'ai testé dernièrement que cette 6500 XT. Déjà, c'est un GPU complet, il fonctionne de la même façon sur PC Express 4.0 ou 3.0, il y a l'encodeur, c'est un GPU complet qui se trouve moins cher et qui a des performances au final plus stables, plus constantes. On sait à quoi s'attendre la plupart du temps. Et c'est un petit peu malheureux de dire ça d'un GPU avec uniquement 3 Go de RAM. Et c'est un petit peu là que le bas blesse aussi. Effectivement, on a 4 Go de RAM physique sur la carte, mais l'architecture est tellement bridée qu'elle ne peut même pas vraiment les utiliser à leur plein potentiel, entre guillemets, qui fait que par rapport à d'autres cartes qui ont 4 Go de RAM, bien souvent, elle ne va pas réussir à faire aussi bien qu'elle quand on va passer en
High ou Ultra, et c'est un peu la cata à ce niveau-là. Malgré tout, à 210 balles environ, si elle revient en stock en grosse quantité à un moment ou à un autre, pourquoi pas. C'est pas que c'est juste la seule option disponible actuellement en fait. Pas de choix, c'est le choix par défaut. Et si choix il y a, c'est par rapport à des cartes d'occasion. Moi, personnellement, j'irais plus sur les cartes d'occasion. Hein. Une RX 470, 480, une 1060. Enfin, il y a plein de choix. Hein. Une 970. Enfin, au final, les performances sont assez proches, sans tous les problèmes qu'apporte la 6500 XT en fait. Et si vous décidez de l'acheter, très clairement, essayez quand même, malgré tout, d'avoir une plateforme PCI Express 4.0. Et ce qui est un petit peu rigolo et triste à la fois, c'est qu'à l'heure actuelle, pour faire un PC pas cher, gaming neuf, qui fonctionne de manière convenable en 1080p, ce serait par exemple un i3 12100 avec partie graphique intégrée, c'est important, couplé à cette 6500 XT, qui vous donne au final un processeur pas cher, un GPU si il retourne à 210 balles à un moment ou à un autre, ça fait une config gamer très budget, avec des performances très budget, mais pas cher. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas eu depuis très très longtemps malgré tout. Et si on compare les performances de la 6500 XT avec un APU, il n'y a pas photo, hein. La 6500 XT les explose complètement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, hein. C'est beaucoup mieux qu'un APU. Mais l'avantage de coupler par exemple cette 6500 XT avec un processeur avec partie graphique intégrée chez Intel, c'est que du coup vous retrouvez l'encodeur de chez Intel, hein, qui est plutôt correct, et aussi le décodage hardware sur la partie graphique intégrée, comme un petit peu ce qu'AMD avait prévu de faire à la base avec cette puce qui était très clairement destinée à être couplée avec les nouveaux Ryzen 6000 pour PC portable. Le problème, c'est que les Ryzen 6000, ça n'existe pas sur PC de bureau et ça n'existera pas tout de suite. Et actuellement, les APU d'AMD, donc les 5600G ou 5700G, ils sont limités au PC Express 3.0. Donc on peut même pas faire un combo 5600G 6500 XT, on est complètement bridé en fait. Ce qui est assez étrange, ce qui est assez paradoxal, hein, c'est que pour pouvoir utiliser ce nouveau GPU de la façon dont il a été pensé à la base, c'est-à-dire avec un APU à côté, on est obligé de passer par une plateforme Intel qui permet du coup d'avoir accès à l'encodeur et au décodeur complet avec ce GPU qui est castré de partout en PCI Express 4.0 parce qu'actuellement sur les Ryzen, sur les 5600 et 5700G, on est limité à du 3.0. Donc bref, vous l'aurez compris, c'est pas la folie, c'est clairement le GPU le plus étrange qui m'ait été donné de tester depuis fort longtemps. Mais après, c'est vrai que je ne m'attarde que très rarement sur le très bas de gamme. Ici, c'était l'occasion, et c'était à la fois amusant et un peu triste. Et cette 6500 XT, même si c'était très frustrant, d'un autre côté, c'était aussi intéressant de voir justement ce qui se passait, et pourquoi ça se passait comme ça. Et au final, ce test de GPU, ça aura peut-être permis à certains d'entre vous de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne, un GPU dans l'ensemble, principalement au niveau de l'interface mémoire, et ce qui s'y passe et pourquoi ici du coup on est hyper limité avec 3 goulots d'étranglement sur une même carte, ce qui est un joli combo. Donc c'est un peu triste en fait, c'est juste un GPU qui est intéressant parce qu'il est tout seul et qu'il n'a pas de concurrence pour l'instant. À partir du moment où la concurrence reviendra sur ce segment tarifaire, cette 6500 XT perdra quasiment tout son intérêt si en face on a un vrai GPU complet. Et on sait que normalement on a Intel qui devrait débarquer sur ce segment d'ici pas trop longtemps. Nvidia, ils ont sorti la 3050 mais c'est pas la même gamme. En vrai il y a quand même un bon gap de performance entre les deux cartes, même si officiellement au niveau du tarif elle n'est pas très éloignée. Dans la réalité, les 3050 à 250 balles, on les verra plus jamais, ou pas avant plusieurs mois au minimum. Alors après, c'est pas pour autant que cette carte ne peut pas aider la situation dans son ensemble. On sait que c'est une carte apparemment chez certains vendeurs qui arrive en grosse quantité, qui devrait pouvoir permettre à ces revendeurs, à ces assembleurs de faire beaucoup de configs pas chers,
Et c'est là un petit peu le gros intérêt justement pour ces revendeurs-là et pour ces assembleurs-là, c'est de pouvoir refaire des configs pas trop chers. Et ça aura très certainement une incidence sur le marché de l'occasion, d'avoir un GPU disponible neuf à un tarif correct. Ça sera peut-être pas pour tout de suite, mais dans l'absolu, hein, ce GPU ne partira quasiment jamais au-dessus de 300 balles chez les revendeurs. Enfin, j'ai un peu de mal à croire que ça va durer très longtemps. Ce GPU-là, hein, très clairement, en dessous de 150 balles, dans le contexte actuel, ok, c'est pas une affaire. Mais si c'est le seul choix, bah c'est le seul choix. Et le fait que ce choix soit présent sur le marché, ben ça va aussi avoir une incidence sur les tarifs de cartes similaires en occasion. Donc tout ce qui est justement GTX 970, 1063 Go, les RX 470, 480, 570, 580 en modèle 4 Go, ben, devrait en toute logique baisser de prix un petit peu à partir du moment où ce GPU sera disponible vraiment en quantité au tarif normal. Alors cette situation n'arrivera peut-être pas tout de suite. Alors ça fait beaucoup de si, hein, mais ça me paraît pas forcément déconnant que cette situation puisse arriver à un moment ou un autre dans les mois qui arrivent. Donc rien que son existence, hein, pourrait permettre un petit mouvement du côté de l'occasion. Et si l'occasion commence à descendre un petit peu, ben, ça veut aussi dire que les cartes qui sont sur le segment juste au-dessus de cette 6500 XT devraient aussi commencer à être tirées vers le bas tout doucement. Alors ça c'est si tout se passe bien, mais le souci c'est qu'on ne sait pas si tout se passera bien. Bref, ben, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, hein, de cette 6500 XT, c'était quand même une vidéo assez longue, mais je pense qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que certains d'entre vous auront appris 2-3 trucs, c'est fait pour. Et puis si ce GPU vous intéresse, ou si vous l'avez déjà acheté et que vous en êtes content, pourquoi pas. Après, il faut savoir où on met les pieds, et il faut savoir ce qu'on peut en attendre. Et très clairement, hein, c'est un GPU qui arrive en 2022, qui est déjà dépassé techniquement, qui n'aura pas grand chose à offrir au niveau durée de vie. Pour moi, c'est un peu le GPU du désespoir, enfin de la dernière chance, du non-choix en fait. Et très clairement, si moi, on me donne le choix ici, entre ce GPU là neuf à 300 balles, ben, je préfère une GTX 970 à 150, il n'y a même pas photo. Et aux alentours des 210 balles, ben, j'aurais aussi tendance à me diriger vers une RX 400 ou 500 à 200 balles en modèle 4 Go parce que c'est un vrai GPU complet et avec vraiment 4 Go exploitables et des performances beaucoup plus stables, même si assez régulièrement un petit peu en retrait par rapport à cette 6500 XT. Je préfère avoir un truc complet et exploitable sur toutes les plateformes disponibles et aussi qui n'a pas des performances aussi fluctuantes. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube. C'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps. J'ai dû aussi refaire tous les graphes, c'était très très long. Si vous pouvez soutenir la chaîne d'une façon ou d'une autre, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas également à passer sur le Discord faire coucou si l'envie vous en dit. N'hésitez pas à passer sur le stream quand je vais restreamer. J'arrête pas de le dire depuis des mois, mais là, j'avoue qu'en ce moment, je suis un peu débordé au niveau test de GPU. J'en ai beaucoup à encore passer au crible. Bref. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, du coup, je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous, salut!